voit bien que la stratégie dans la maladie de Crohn est bien différente maintenant de la stratégie dans la rectocolite hémorragique concernant la première ligne de biothérapie, où on reste donc ciblé sur les anti-TNF. Et on sait que l'utilisation des anti-TNF est souvent optimisée par ce qu'on appelle le therapeutic drug monitoring ou le dosage pharmacocinétique. Donc c'est un point important, c'est difficile pour les libéraux car l'accès est encore restreint, même si certains laboratoires essaient de nous aider financièrement. Donc je te laisse la place, Patrick, pour nous faire un point sur le dosage résiduel des anti-TNF. Quand, pourquoi, comment? À toi, Patrick. Chers collègues, chers amis, je vais vous parler du dosage des anti-TNF en pratique courante. Voici mes liens d'intérêt. Alors, actuellement, les anti-TNF sont les seules biothérapies qui ont été évaluées pour le TDM, ce qu'on appelle le Therapeutic Drug Monitoring. Cette évaluation du TDM, elle se fait en mesurant le taux résiduel, c'est-à-dire un dosage juste avant l'injection, le taux résiduel du médicament, cette biothérapie qui est un anti-TNF, et en mesurant le dosage des anticorps. Pour les anticorps, il y a différentes techniques. Il y a une technique de drogue sensitive et des techniques drogue tolérantes. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, on a plutôt des techniques drogue sensitives, donc qui permettent de doser les anticorps qui ne forment pas de complexe avec l'antigène. Et donc, il faut qu'on ait un taux sérique de biothérapie qui soit indétectable pour faire ce dosage des anticorps. Alors que la technique drogue tolérante, elle permettra, elle, de faire des dosages malgré des taux circulants de la biothérapie. Donc, c'est un peu plus intéressant. Et on va vers ce type de technique actuellement. Il y a aussi des techniques point of care, c'est-à-dire des techniques où on peut avoir un résultat de ce dosage de taux résiduel assez rapide, dans le quart d'heure. La même chose pour les anticorps. Ce sont des techniques qui sont en cours d'évaluation, mais intéressantes, et donc qui permettent d'avoir un résultat rapide sur sérum ou sur sang total. Alors quand c'est sur sérum, ça veut dire qu'il faut faire une centrifugation avant, et sur sang total, bien sûr, ça peut se faire presque au lit du malade. Ça, c'est l'avenir. On a quelques dispositifs à disposition, mais ils demandent d'être validés de leur intégralité. Quand faire le dosage? Il y a deux stratégies qui s'affrontent, c'est le TDM réactif et le TDM proactif. Alors, qu'est-ce que c'est? Le TDM réactif, c'est finalement le dosage du taux résiduel et des anticorps lorsqu'on est en situation d'échec de son traitement anti-TNF. Et donc, ce dosage permet d'optimiser le traitement, soit en augmentant les doses en fonction des résultats, soit en changeant de traitement, soit en amenant un immunosuppresseur. Le TDM proactif, c'est un peu différent, c'est un dosage qui est fait alors qu'il n'y a pas de situation d'échec, les patients sont dans la phase d'induction ou d'entretien, en rémission, mais on fait un dosage pour essayer d'être toujours à des doses optimales de traitement anti-TNF et en espérant qu'on aura des meilleurs taux de rémission clinique au long cours. On pourra faire aussi ce dosage lors de phases de diminution de traitement. Alors, deux études randomisées chez l'adulte ont comparé ces deux stratégies. C'est l'étude Texit et Telorix. Elles ont sans démontrer l'efficacité de la stratégie proactive. Néanmoins, on verra qu'il y a des situations où cette stratégie proactive peut être intéressante. Alors, je reviens sur le schéma classique de l'algorithme d'un TDM réactif, c'est-à-dire en situation d'échec. Vous voyez que classiquement, quand vous êtes en situation d'échec de votre anti-TNF, alors si c'est d'emblée ce qu'on appelle un échec primaire, on pourra faire un dosage, mais c'est pas forcément obligatoire. Si on est en perte de réponse, on fera donc ce TDM réactif. Et trois situations peuvent se présenter à nous. Soit on a un échec pharmacodynamique, c'est-à-dire qu'on a un taux résiduel de médicament qui est bon, mais pas d'anticorps. Et bien à ce moment-là, il faudra changer de classe thérapeutique. Soit on peut être dans un phénomène d'immunisation, c'est-à-dire qu'on a un taux résiduel qui est bas et des anticorps antimédicaments élevés. Et là, il faudra changer de traitement anti-TNF ou mettre en place un traitement immunosuppresseur, ou les deux si on change d'anti-TNF. Enfin, on peut avoir un échec pharmacocinétique, c'est-à-dire qu'on a un taux résiduel bas et qu'on n'a pas d'anticorps. Et donc là, on n'a pas assez de médicaments, il faudra optimiser son traitement anti-TNF, s'assurer également que l'observance du traitement est bonne. Alors mettons-nous dans une situation de TDM proactif.
Vous voyez que classiquement, quand on a fait ce qu'on appelle la phase d'induction, on évalue les patients au bout de 3 mois. Et si au bout de 3 mois, on est dans une situation de non-réponse primaire ou de perte de réponse, on fait son TDM à la semaine S12, S14 que je vous ai présenté avant. Certains pensent qu'il y a un intérêt à faire ce TDM dans la phase d'induction, dans les semaines S2 et S4. Pourquoi? Eh bien, on va le voir sur la diapositive suivante. Si on regarde ce résultat des taux sériques d'infliximab dans la maladie de Crohn, dans l'étude TELOS, c'est une analyse post-hoc, on voit que les patients qui ont eu une cicatrisation muqueuse de bonne qualité, qui ont pu obtenir cette cicatrisation muqueuse, étaient les patients qui, à l'induction, avaient en fait des taux résiduels relativement élevés. Donc on peut prédire que les patients qui ont un taux résiduel à la semaine 2, à la semaine 6, relativement élevé dans des seuils thérapeutiques définis, auront une cicatrisation muqueuse à la semaine 12. Donc on peut anticiper les résultats et donc optimiser ces traitements à l'avance pour avoir de bons résultats. Xavier Roblin nous a proposé à la DDW 2020 cette étude qui va dans le même sens, et cette étude observationnelle donc sur 108 patients traités par infliximab ou adalimumab avec un dosage à la semaine 2 des anticorps anti-TNF par une technique de drogue tolérante. Et donc les résultats étaient de voir si la détection d'anticorps précoces pouvait avoir un impact sur l'arrêt thérapeutique ou l'échec du traitement au cours des MICI. Vous voyez qu'effectivement c'est le cas parce que chez les patients chez qui on a détecté précocement des anticorps, et bien que ça soit donc en vert, vous avez les patients qui ont peu d'anticorps pour la DA ou l'infliximab, en orange ceux qui ont des anticorps anti-médicaments assez élevés. Et vous voyez que si on regarde la survie sans arrêt du traitement, eh bien les patients qui ont une détection d'anticorps précoce ont effectivement une survie sans arrêt du traitement qui est plus courte que les autres. Si donc on s'intéresse à la désescalade des anti-TNF, donc ça c'est les résultats de Taxit, vous voyez que on peut en fait réduire la dose de traitement pour être toujours dans une valeur cible et que cette réduction de dose ne modifie pas le statut en termes de rémission du patient ou en termes de CRP, et on voit que en bleu vous avez avant la réduction de dose et en rouge après la réduction de dose, que ce soit dans la maladie de Crohn ou dans la RCH, on ne voit pas de différence. Donc l'intérêt de cette technique, c'est surtout de réduire les coûts des traitements anti-TNF. En pratique, Xavier Roblin nous a proposé cette attitude de dire que quand les patients sont en rémission profonde sans taux suprathérapeutique, donc à des taux normaux, on ne modifie pas les doses et on attend les résultats de l'étude spécifique qui nous permettra de savoir s'il faut réduire ou pas les doses. Par contre, quand les patients sont en rémission profonde avec des taux suprathérapeutiques, donc des taux résiduels très élevés, on peut discuter de diminuer la dose anti-TNF pour être dans un dosage, dans un taux plus classique, et il faudra faire bien sûr un contrôle, et ça c'est l'étude Taxit, et vous voyez que ça peut être intéressant pour faire des économies. Mais l'intérêt reste relativement limité. Alors, est-ce qu'on peut finalement utiliser ces dosages pour arrêter son traitement anti-TNF? Donc c'est plus que la désescalade, hein, là c'est l'arrêt du traitement anti-TNF. Donc vous avez les résultats de Ben-Orin qui vous montrent dans la courbe d'en haut que les patients qui ont un taux résiduel de anti-TNF qui n'est plus dosable, indétectable, ont moins de risque de rechute après arrêt de l'anti-TNF que les patients qui avaient un taux résiduel élevé avant l'arrêt de ce traitement. Il montre également que les patients qui étaient en rémission sur le plan biochimique, c'est-à-dire CRP et calprotectine, avaient également moins de risque de rechute à l'arrêt du traitement anti-TNF. Donc en analyse multivariée, on s'aperçoit que si on veut arrêter un traitement anti-TNF chez les patients, il faut qu'ils aient finalement un taux indétectable de cet anti-TNF avant l'arrêt et des biomarqueurs CRP et calprotectine dans des valeurs considérées comme normales, en tout cas pour la calpro, inférieure à 250. Les résultats de Ben-Orin, ils sont confortés par cette étude antérieure de 2012, l'étude Story d'Edouard Louis, où là, on arrêtait les anti-TNF chez des patients qui étaient en combothérapie avec de l'Immurel. Et vous voyez qu'on a à peu près les mêmes critères que les patients qui ont un taux d'infliximab supérieur à 2 mg par litre
un CDUS supérieur à 0, donc qui sont pas bien cicatrisés, une calprotectine supérieure à 300 ou une CRP supérieure à 5, donc quand les patients avaient plus de 4 facteurs délétères, eh bien, vous voyez qu'ils avaient un risque de rechute qui était extrêmement élevé. C'est les courbes en bleu, en vert et en orange. Donc vous voyez que la courbe rouge où les patients ont très peu de rechute, c'est les patients donc pareil qui avaient un taux d'infliximab donc qui était donc indétectable, une calpro normale, une CRP normale, une CDUS normale qui était avec une hémoglobine supérieure à 14 et de sexe non masculin. Voilà. Dans cette étude, nous sommes dans la situation inverse de Story. On veut arrêter la combothérapie par immunosuppresseur et poursuivre l'anti-TNF. Et là, vous voyez que les résultats sont inversés. Dans cette étude, on s'aperçoit que les patients qui veulent arrêter la combothérapie sans risque de rechute à long terme, il faut qu'ils aient un taux résiduel d'anti-TNF, là, dans ce cas-là, c'était l'infliximab, un taux supérieur à 5. Vous voyez, c'est les courbes orange et vertes que les patients qui avaient un taux supérieur à 5 ou un taux inférieur ou égal à 5 avaient beaucoup moins de risque de rechute que les patients qui avaient un taux résiduel qui était indétectable. Donc on est dans la situation inverse de tout à l'heure. Pour l'arrêt de l'immunosuppresseur, si on veut éviter et avoir une réponse soutenue avec son anti-TNF, il faut que ce taux d'anti-TNF d'infliximab soit supérieur à 5. Vous voyez que ces dosages sont utiles et peuvent nous aider dans certaines situations. Actuellement, les dosages des biothérapies ne sont réellement validés en pratique clinique que pour les anti-TNF, comme on l'a vu. Les seuils thérapeutiques à retenir pour les anti-TNF rapidement pour l'infliximab, c'est entre 3 et 7 microgrammes par millilitre. Pour l'adalimumab, c'est entre 5 et 10. Et pour le golimumab, 3,8 jusqu'à la semaine 6 et 2,4 en entretien. Les indications qui restent les mieux établies sont la perte de réponse et la désescalade thérapeutique, comme on l'a vu. Et la stratégie proactive, elle est encore assez débattue, mais pourrait être peut-être intéressante dans les situations d'induction. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Patrick. Donc c'est très clair. J'ai juste une petite nuance à te demander sur cette histoire de proactif et de réactif. Je crois qu'il faut être précis en disant, bon d'accord, il n'y a pas de place en dehors de la désescalade pour faire du proactif chez quelqu'un qui va bien, qui a une calpro normale, pour éventuellement lui augmenter les doses s'il n'a pas un taux qu'on estime suffisamment thérapeutique. Donc ça, on est d'accord, les études ont démontré que ça ne servait à rien. Par contre, il y a une place pour... c'est pas du proactif en fonction de la clinique, mais c'est du proactif en fonction de la calpro. Et ça devient, c'est difficile à expliquer, mais ça devient du réactif en fonction de la calpro. C'est-à-dire il faut se positionner, ça a une place quand on est en échec. C'est-à-dire c'est soit un échec clinique, mais un échec calpro. On a la calpro qui est encore élevée, eh ben, on va faire du dosage pour essayer de comprendre pourquoi on n'a pas cette efficacité et est-ce qu'on pourrait gagner en augmentant les doses ou en changeant de classe. Voilà. C'est une petite nuance, mais qui est parfois difficile à comprendre, je trouve. Oui, je partage ton point de vue. Alors ça, en fait, c'est pas du proactif, c'est du réactif, puisqu'en fait, le réactif, on peut penser que c'est pas que sur la clinique, l'échappement thérapeutique, il est pas que sur la clinique, puisqu'on a d'autres marqueurs, donc comme la calpro. Et effectivement, dans le suivi des patients, si vous avez une calprotectine qui est élevée de façon très significative et que vous suspectez que votre malade donc est un récidive de sa maladie, alors si vous avez un doute, il faudra peut-être faire une endoscopie ou de l'imagerie, une échographie ou quelque chose pour être sûr. Mais on peut se passer de ça et considérer que la calpro, si elle est élevée effectivement à plus de 1000, que le malade est donc en perte de réponse et il faudra optimiser son traitement et faire un dosage et optimiser en fonction du dosage. En perte de réponse ou en réponse insuffisante. Oui, réponse insuffisante. C'est-à-dire que tu as induit un traitement et tu n'as pas la cible que tu veux atteindre et tu te dis, tiens, peut-être que le dosage va m'aider. Bien sûr, parce que comme je vous l'ai montré avant aussi tout à l'heure, vous avez vu que la calprotectine, il faut qu'elle se normalise très rapidement et dans la première année, si on va avoir pour les maladies de Crohn, en tout cas, un risque de récidive, de rechute, en tout cas faible à long terme. Et donc, ça montre très bien qu'effectivement, il faut suivre ces malades de près, que la calprotectine est un marqueur de suivi et que si elle n'est pas normalisée, il faut impérativement optimiser ces traitements, même si les gens se sentent physiquement bien.